Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous revenons sur l'événement crypto de cette rentrée, voire même de l'année pour un certain nombre de membres de la communauté crypto, The Merge, qui a fait passer la blockchain Ethereum d'un fonctionnement de Proof of Work à un fonctionnement de Proof of Stake, avec la promesse de réduire la consommation énergétique de la blockchain Ethereum de plus de 99%, ce qui devrait même d'ailleurs, selon le fondateur de cette blockchain, à savoir Vitalik Buterin, réduire la consommation mondiale d'électricité de 0,2%. Pour en parler et pour se demander ensemble si The Merge tient ses promesses, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexandre Stashchenko. Bonjour Alexandre Stashchenko. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur blockchain et crypto chez KPMG France. Vous êtes également cofondateur et membre du board de l'ADAN. Première question de but en blanc, The Merge, une semaine après, tient-elle ses promesses? Déjà, ça s'est bien passé? Oui, si on parle des promesses techniques, ça les tient. Après, ça a été testé, retesté une quinzaine de fois sur des réseaux de tests à droite à gauche. C'est reporté, on va dire, depuis maintenant 4-5 ans. Bien sûr. Donc, j'allais dire, tant mieux que ce soit bien passé. Oui, mais il y avait quand même quelques plateformes qui avaient suspendu les transactions quelques heures, le temps que ça se passe. C'est plus justement pour éviter qu'il se passe un problème, en tout cas d'essayer de créer des problèmes. C'est-à-dire que vraiment, si on veut créer des problèmes, on fait des transactions au moment où ça change pour essayer. Ça sert à rien en tant que plateforme de prendre le risque de créer des problèmes alors qu'on peut juste suspendre pendant une heure et reprendre après. Mais d'un point de vue technique, ça s'est bien passé. Je pense que pré-merge, moi je disais encore peut-être en août ou en juillet, on ne sait jamais, ils vont peut-être encore nous le reporter, mais c'est parce que l'expérience me fait dire que les 5 dernières années, on a passé le temps à nous dire que c'était pour la fin d'année. Mais par contre, à partir du moment où on sentait que ça n'allait plus être reporté, 10 jours, 15 jours avant, il n'y avait pas de gros enjeux techniques. L'enjeu principal, il est économique, parce que l'innovation dans les cryptos, c'est une innovation économique, c'est pas une innovation technique. C'est comment on arrive à créer un contexte d'incitation financière en l'occurrence, puisqu'il y a des jetons monétaires, qui permettent d'aligner en permanence dans un réseau les intérêts des parties prenantes pour faire en sorte que tout le monde travaille dans un même but, à savoir créer un registre de qui possède quoi. Oui, parce qu'on rappelle quand même que le passage de Proof of Work à Proof of Stake, c'est que maintenant sur Ethereum, on a des validateurs agréés de transactions, c'est ça? Oui, en fait on est passé d'une méthode de consensus, puisqu'on justement on parle d'algorithme de consensus, puisque c'est ce que je viens de dire juste avant, l'objectif c'est d'atteindre un consensus sur un état de fait. Oui. Normalement, ce consensus dans le système financier, c'est la banque qui le fait, enfin les banques en tout cas. Là, on essaie de se passer de la banque. Donc, une méthode qui avait été trouvée par Satoshi Nakamoto, c'est la preuve de travail. Donc, c'est de dire, les gens vont te faire travailler des ordinateurs. Les maths étant universelles, le premier qui trouve une solution, il a la capacité de le prouver à tout le monde. Il est rémunéré pour ce faire. Et donc, on crée un système dans lequel tout le monde a intérêt à gagner de l'argent, en fait. Et donc, ce faisant, il crée un réseau sécurisé. Ça, c'est quelque chose où, à l'époque, en 2009, quand ça a été lancé, ça représentait un saut dans le vide. On n'en avait aucune idée que ça allait fonctionner et que le système de théorie des jeux et d'incitation financière allait marcher. Il se trouve que ça a marché parfaitement pendant 13 ans. Là, on se retrouve dans la même situation qu'en 2009, sauf que les enjeux ne sont pas les mêmes, parce qu'au départ, Bitcoin, ça valait 0. Donc, si ça ne marche pas, tant pis. Là, Ethereum, ça sécurise plus de 400 milliards de dollars. Donc, si ça ne marche pas, c'est pas juste tant pis. Bien sûr. Donc là, l'enjeu, c'est de passer à une méthode dans laquelle on supprime tout ce qui est calcul, ordinateur, etc., pour passer à une preuve d'enjeu. Donc, en gros, vous détenez des Ethers, minimum 32 en l'occurrence, qui fait 40 000, 50 000 euros au cours actuel, ce qui fait beaucoup. Et en fait, en les bloquant, vous avez une chance, aléatoire en tout cas, à proportion des Ethers que vous avez amenés, de remporter le prochain bloc et donc de gagner le droit de proposer une nouvelle page du registre, etc. etc. Donc et ce qui va permettre de certifier les transactions. C'est ce qui permet de les inscrire dans le registre en tout cas, parce que certifier, il y a un en fait, on ne certifie à aucun moment que la transaction a été faite pour acheter quelque chose X ou Y. Le mineur, c'est pas son sujet. C'est inscrit. Voilà, c'est que la transaction est intègre, respecte les règles du jeu technique. Et ça, effectivement, ça passe maintenant à une méthode qui nous consomme effectivement 99% de moins d'électricité. Par contre, le deuxième assertion de Vitalik Buterin, je suis complètement en désaccord avec. C'est pas parce qu'on réduit de 99% que forcément on va retrouver l'impact de 0,2% sur la consommation mondiale. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un effet rebond, notamment en écologie, c'est-à-dire que supposons que je vous fais économiser 200 euros d'énergie, si vous achetez un billet d'avion avec, j'ai pas réduit la consommation mondiale. Donc là c'est pareil, les gens qui avaient des machines de minage, ils vont pas les éteindre et les jeter à la poubelle. Ils ont créé leur propre blockchain Ethereum. Par exemple, où il y a Ethereum classique, ou alors ils vont les rediriger vers autre chose, ou si c'était des cartes graphiques, ils vont les faire tourner autre part. Donc non, on n'aura pas un impact brut de 0,2% sur la consommation d'électricité mondiale. Mais alors il est où l'impact? Ça va coûter moins cher de faire des transactions? Ça va attirer plus de gens sur la blockchain? Non, l'impact était vraiment de pouvoir s'émanciper des mineurs. Alors,
Vitalik l'a dit le matin de la merge, justement, il a dit une phrase qui était assez étrange parce que pour moi ça sonnait un peu comme un aveu que justement il y avait un compromis qui était fait sur la sécurité, où il disait le problème avec la preuve de travail, c'est qu'on est limité par les lois de la physique, parce qu'il faut trouver de l'énergie pour faire tourner les mineurs, etc., ouais. etc. L'avantage avec la preuve d'enjeu, c'est qu'on s'émancipe de ça, on crée un monde virtuel et on met les règles qu'on veut. Et ça crée, pour ceux qui défendent Bitcoin, justement, cette émancipation des règles, des lois physiques, ça crée une incitation à justement faire des règles pour faire n'importe quoi, pour créer autant de jetons qu'on veut, etc., etc. Je ne pense pas que ça arrivera, mais on a ouvert la porte. D'accord. Donc c'est pour l'utilisateur final, The Merge ne change rien. C'est-à-dire qu'on a les mêmes outils, les mêmes transactions, pas de réduction de frais, pas de réduction de délai, rien du tout. Mais par contre, la suite de la feuille de route d'Ethereum, effectivement, inclut notamment de la réduction de frais et de délai de transaction, mais ça passe par d'autres innovations que The Merge, qui était la brique fondatrice sur laquelle on va construire le reste, effectivement. Bon, alors, on commente rarement les cours des différentes crypto-monnaies dans cette émission et on ne va pas commencer aujourd'hui. On peut juste constater que l'Ethereum recule depuis The Merge et on peut se poser la question de la place d'Ethereum face à Bitcoin, qui est la crypto-monnaie de référence. Est-ce que le fait, alors que Bitcoin est attaqué sur ces sujets de consommation énergétique, est-ce que le fait de passer sur un système de proof of stake repositionne Ethereum d'une meilleure façon vis-à-vis d'un certain nombre d'investisseurs ou de technologies? Oui, alors c'est une très bonne question. Il y a deux questions dans la question. La première, c'est celle de la consommation énergétique de Bitcoin. Je ne vais pas y revenir, on a déjà débattu plusieurs fois. Mais pour moi, c'est un sujet qui mériterait évidemment plus que juste ça consomme, c'est pas bien. Le deuxième sujet, c'est qu'effectivement, ne serait-ce que pour la forme, j'allais dire... supposons que ce soit un problème ou pas, c'est perçu comme un problème, en tout cas. Et donc, effectivement, Ethereum est en train de prendre un deuxième créneau. Moi, je l'ai un peu toujours conçu comme ça, mais au moins maintenant, c'est de plus en plus clair, donc tant mieux. Dans les cryptos, il n'y a pas 36 créneaux en réalité. Il y a un créneau qui est pris par Bitcoin. Aujourd'hui, Bitcoin a déjà gagné. C'est le créneau de l'inertie. Ça ne bouge pas, ça ne fait rien, mais au moins, c'est sécurisé. Et précisément, la promesse, c'est que ça ne bouge pas. Donc, on a la garantie que ça rassure. Et donc ça, Bitcoin fait du stockage, de la réserve de valeur, du transfert. Point à la ligne, ça fait rien d'autre. D'accord. Mais du coup, c'est très frustrant si on veut construire des cas d'usage plus complexes, du prêt, de l'emprunt, de la finance centralisée, etc. Et donc ça, on avait un deuxième créneau sur lequel Ethereum était dominant, mais où il y avait foultitude de concurrents, Tezos, Avalanche, Solana, on pourrait en citer plein, mais qui en règle générale mettaient en avant le fait que eux, ils étaient moins énergivores. Et c'était un peu, j'allais dire, si je caricature un peu, parce qu'en réalité c'est un peu caricatural, mais c'était un peu leur seul argument pour dire nous sommes mieux qu'Ethereum. Parce que Ethereum concentre... C'est-à-dire que techniquement ça marchait aussi bien, voire Ethereum marchait mieux, mais il y avait ce sujet... il y avait des blockchains qui s'arrêtaient le dimanche, le week-end, enfin c'est un autre sujet, mais ce que je veux dire c'est que Ethereum concentre le capital, les applications, les développeurs, les fonds d'investissement, tout en fait. Et en grosse proportion, sur le capital, on est à plus de 50%, plus de 60% de toutes ces autres blockchains. Mais il y avait cet aspect énergivore qui faisait que pour les institutionnels, pour les entreprises qui s'exposaient à une critique publique, eh bien, ça les freinait. Ils se disaient, je vais peut-être privilégier une autre solution, Tezos, Avalanche, Solana, etc. etc. Donc là, maintenant qu'on n'a plus ce frein-là, ne serait-ce que psychologique, encore une fois, le débat n'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, c'est perçu comme ça. Ça fait que le créneau des concurrents s'est largement amoindri et ils vont devoir trouver autre chose. Ils vont devoir trouver une nouvelle prouesse technique, un argument compétitif supplémentaire qu'aujourd'hui ils n'ont pas. Alors ça, c'est effectivement de concurrence d'une blockchain à une autre. Si on regarde un peu ce qu'est l'activité d'ailleurs de KPMG France sur le sujet, c'est accompagner des entreprises traditionnelles qui vont justement sur le monde des cryptos. J'ai regardé un petit peu les entreprises avec lesquelles vous travaillez, c'est des entreprises qui sont très traditionnelles parfois, effectivement. Est-ce que ça peut changer quelque chose dans leur appréciation des crypto-monnaies ou de la technologie, blockchain? Alors déjà, le premier angle très très simple, c'est tous ceux qui y vont sur la gestion d'actifs. Alors eux, effectivement, il y avait un sujet consommation où ils ne pouvaient pas rentrer dedans parce qu'on allait tout de suite les tacler sur vous consommez, vous détruisez la planète. Là, ça leur enlève cette épine du pied. Donc pour la gestion d'actifs, ça a libéré effectivement un certain nombre d'envies du côté des institutionnels, des gestionnaires de portefeuille, etc. et aussi du côté des trésoreries d'entreprises. Mais pour le déploiement de cas d'usage, on a vu, je pense par le passé, et même d'ailleurs parfois certains ont été pris à leur propre jeu parce que certains avaient par exemple lancé des NFT, certaines entreprises, avaient choisi pour ce faire une blockchain avec beaucoup de guillemets moins énergivore, mais comme il y avait eu un lobbying tellement fort de la part des concurrents d'Ethereum pour dire la blockchain Ethereum pollue, en fait par effet de halo, le public a compris la blockchain ça pollue. Et donc même ces entreprises qui avaient fait le choix de blockchain moins énergivore se sont retrouvées avec un bad buzz qui disait vous polluez la planète avec vos NFT. Ça, on est en train de s'en émanciper parce que maintenant on passe sur, alors je veux dire malheureusement, mais le discours devient Bitcoin pollue. Encore une fois, c'est un autre débat, mais
sur toutes les autres blockchains, maintenant, on commence à sortir de ce débat-là. On a Greenpeace qui nous dit il faut passer au proof of stake, etc. Donc, même si, voilà, je ne suis pas en accord complet avec tout ce qu'ils font. Au moins, la médiatisation, change. Et c'est ce qui fait que nous, ce qu'on constate chez les entreprises, on parle surtout aux directions financières, évidemment, aux directions métiers quand il s'agit de lancer un NFT, de créer de l'engagement, etc. Mais du côté des directions financières, ça a libéré des énergies, on va dire ça comme ça. Et dernier élément, c'est que du côté bancaire, en fait, c'est un peu le dernier maillon, c'est-à-dire que comme la demande monte parce qu'il y a plein de directions financières, plein de retailers, plein de particuliers maintenant s'intéressent au sujet et n'ont plus ce blocage, la demande est très forte chez les banques. Donc maintenant, il y a une pression commerciale interne qui font que, on l'a vu cet été, il y a une annonce toutes les 3 semaines maintenant qui font que même les banques françaises ne peuvent plus attendre et elles sont en train de travailler sur des sujets. Ouais. Une question rapide, je sais que vous n'avez pas la réponse, mais je la pose quand même. Est-ce que maintenant, une banque française qui irait sur la blockchain Ethereum serait taxée par la SEC? C'est ce qu'on a on a vu effectivement la SEC se positionner sur les transactions blockchain du fait qu'il y a une majorité de transactions qui, selon elle, s'effectueraient sur le territoire américain. Alors déjà, pour la big picture, on va dire, la vision macro, c'est pas nouveau que les États-Unis, ils l'ont fait sur tout ce qui est cloud, ils l'ont fait sur plein d'autres technologies. Globalement, ils sont très boulimiques. Ils veulent que tout soit régulé sous leur loi. Bien sûr. Je rappelle qu'une des raisons d'existence du Bitcoin, c'est aussi de pouvoir s'émanciper de l'extraterritorialité américaine, puisque dès que vous utilisez du dollar, vous êtes soumis à la loi américaine. Donc cette logique-là, c'est pas nouveau. Ils essaient de la mettre partout. Là, l'argumentaire qu'ils ont pris, pour le contexte, c'est qu'il y a un influenceur qui avait fait une ICO il y a quelques années, et pour le poursuivre, parce qu'il semblerait que l'ICO n'a pas très bien marché, comme beaucoup d'ICO, ils ont utilisé l'argumentaire de dire vous êtes sous notre juridiction. Pourquoi? Parce que les gens qui ont investi chez vous sont passés par la blockchain Ethereum. Or, 40 et quelques % des nœuds Ethereum sont chez nous. Bien sûr. L'argumentaire, moi, je le trouve extrêmement bancal. Numéro 1, quand l'ICO a eu lieu, on n'était pas encore en proof of stake. Et on finira là-dessus, parce qu'on dépasse un peu. Exactement. Et numéro 2, ça n'a aucun sens. C'est pas parce que les nœuds d'un réseau, c'est pas parce que les routeurs Internet sont aux États-Unis qu'Internet est américain. Donc c'est une tentative un peu bizarre de la SEC, mais ça montre les velléités de vouloir réguler ce monde-là et d'en faire une juridiction américaine. Merci beaucoup Alexandre Stashchenko d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, directeur blockchain et crypto chez KPMG France. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.